Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire encore un update lecture mais j'essaye de rattraper et je vous promets que je vous ferai des vidéos tags ou autres challenges etc. Pour changer un peu de mes book hauls et de mes update lecture. Mais du coup aujourd'hui c'est update lecture et j'ai 6 livres à vous présenter. Vous allez vous dire pourquoi autant de livres, d'habitude elles nous en ont fait 4 ou 5 pas plus. Là, on est au mois de septembre, ça fait à peu près une semaine qu'on est au mois de septembre. Voilà, la première semaine de rentrée est passée et je ne vous ai présenté aucune de mes lectures d'août. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer maintenant parce que du coup 6 livres, j'aimerais que ça dure pas plus de 15 minutes. Et du coup, on commence maintenant. Du coup, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du 4 Jack Spark saison 1 Été mutant de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Paul Fiction. Alors dans ce roman on va suivre Jack Spark qui a 15 ans et qui est insomniaque et qui va être envoyé durant son été par ses parents dans un camp de rééducation pour jeunes à problème finalement. C'est un peu ça le truc, un peu de cas difficile. Et en fait depuis qu'il est arrivé dans ce camp, son corps subit d'étranges mutations. Donc ce roman, je l'ai beaucoup aimé malgré un début très très long. Voilà, les 100 premières pages ont été très peu intéressantes pour moi. Jack Spark en personnage, on le suit, mais voilà, de façon très lisse. On rentre pas forcément dans l'histoire et les personnages secondaires sont extrêmement clichés. Mais à partir des 100 premières pages, quand on rentre vraiment dans le camp Red Rock, donc dans le camp de rééducation, là ça devient très 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 intéressant. Du coup, à ce moment-là, voilà, Jack Spark va déjà subir d'étranges mutations. On commence à rentrer dans le personnage de Jack Spark qui est un peu un personnage un peu torturé. Et j'ai beaucoup aimé la complexité de ce personnage, un peu tiraillé entre deux mondes. Pour ce qui est des personnages secondaires dans les premières 100 pages, voilà, ils sont très clichés et finalement au fil des pages de ce roman, les clichés sont moins accentués et tout, et du coup ça nous permet de mieux les apprécier. Pour ce qui est de l'écriture de Victor Dixon est exceptionnellement addictive. J'adore cette écriture, j'aime beaucoup cet auteur. J'avais déjà lu Animal avec une écriture totalement différente et je me dis qu'en fait cet homme peut toucher à tout au niveau des genres. Il a fait de l'historique, du fantastique. Là il avait avec Phobos c'est de la dystopie ou un truc dans le style, ou science-fiction plutôt. Et finalement il arrive à toucher un peu à tout. Et il a une écriture génialissime, franchement j'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'univers, alors l'univers je l'ai beaucoup aimé parce que Victor Dixon va nous démystifier le mythe d'une des créatures les plus connues dans le monde fantastique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne cette créature, voilà, pour ce roman et finalement elle est génialissime. J'ai beaucoup aimé son choix de créature et il va complètement nous détruire ce mythe qu'on a autour de cette créature et il va limite nous les rendre flippantes. Franchement, vers la fin du roman, j'avais un peu... j'étais vraiment flippée par rapport à ces créatures parce que finalement, elles sont un peu horribles. Voilà, tout simplement. Et sinon, pour ce qui est de l'intrigue, voilà, les 100 premières pages, on a du mal à rentrer dedans. Mais sinon, à partir des 100 premières pages, l'intrigue commence sur les chapeaux de roue. On a beaucoup d'action, du suspense, des révélations. On a des moments plus d'explication aussi sur ce monde, etc. Sur l'univers. Et j'ai beaucoup apprécié ce roman. J'ai hâte de lire le tome 2. Je ne l'ai pas encore en ma possession. Mais par contre, c'est des grosses briques. Ce roman, il fait 600 pages. Mais je l'ai lu en très peu de temps, je crois. 3-4 jours, pas plus. Et... j'ai hâte de lire le tome 2 qui est plus gros que celui-là, je pense qu'il fait 700 pages, quelque chose comme ça. Mais j'ai hâte de le lire et connaître la suite vu que la fin était quand même top. Ensuite, je vais vous parler d'un tome 2 qui a été un abandon, donc je vais très peu en parler. Il s'agit du Trône de Fer, le tome 2, Le Donjon Rouge de George R.R. Martin aux éditions. J'ai lu. Alors ce roman, pourquoi je l'ai abandonné? J'étais très motivée, j'avais beaucoup aimé le tome 1 malgré des défauts de traduction française. Voilà, qui avait créé beaucoup de longueur. Mais j'avais beaucoup apprécié les personnages ainsi que l'intrigue. Et dans ce tome 2, ça l'a pas fait du tout. J'ai réussi un peu à me souvenir des personnages principaux, les familles principales, etc. J'ai pas trop eu de mal pour ça. Par contre, les personnages secondaires, on m'a totalement perdu. Je me souvenais d'aucun nom des personnages secondaires.
Du coup, on m'a vite perdue, je ne savais pas de qui on parlait, il faisait partie de quelle famille, il était en alliance avec qui, donc j'étais très très loin du tome 1. Et au niveau de l'intrigue, j'ai lu 75 pages et j'ai trouvé que l'intrigue avançait extrêmement lentement. Voilà, beaucoup de longueur et en plus j'ai retrouvé encore ces défauts de traduction française. Voilà, enfin, j'ai lu des extraits de Game of Thrones en anglais et c'est super fluide, mais je pense que je serais pas capable de lire 1000 pages en anglais de Game of Thrones parce que ça reste quand même un vocabulaire particulier et c'est pas forcément écrit en anglais contemporain. Mais dans ce tome-là, mon Dieu, les défauts de traduction, je veux dire, tous les deux trois lignes, je pouvais être capable de changer le sens d'une phrase pour que ça soit totalement plus explicite. J'ai vraiment eu du mal avec ce deuxième tome, voilà, 75 pages en général. Au bout de 50 pages, je me dis, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? J'ai tenté 25 pages de plus et ça l'a pas fait du tout. Alors je ne sais pas si c'était pas le bon moment ou si c'est vraiment le bouquin qui fonctionne pas avec moi. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais pas envie de quitter cet univers que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai commencé la série, j'ai regardé 5 épisodes de la première saison et j'aime beaucoup. Du coup, je pense que si à la fin de la saison 1 ou 2, j'ai bien les personnages en tête, les personnages secondaires, je vois à peu près de qui il s'agit, etc., je retenterai ce tome 2 parce que du coup, je l'ai enlevé de ma palle pour le moment, mais je pense que je le retenterai dès que j'en aurai l'envie et la motivation. Ensuite, c'est encore deux tomes 2, mais là que j'ai lu en e-book, donc ça apparaîtra sur votre écran. Du coup, j'ai lu le tome 2 de Endgame, La clé du ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Dans ce tome 2, on continue voilà, cette grande quête mondiale avec toutes ces lignées de personnages. J'ai eu un peu de mal à me remettre dedans au niveau des personnages parce qu'on a toujours des personnages qui sont assez... comment dire, qui ont des noms un peu bizarres, ils ont tous des personnalités différentes. Du coup, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans vu on suit quand même un peu plus de 5 personnages, je pense qu'on en suit 8 à 10. Du coup, bon, pour se les remettre tous dedans, j'ai pris une bonne cinquantaine de pages, je pense. Ça reste une grosse brique, mais qui est très addictive et qui se lit très très vite. Voilà, la plume de Niels Johnson Shelton et James Frey. Ce sont des plumes qui sont très addictives, des écritures qui... ça fait très scénario de cinéma finalement et ça se lit très très vite. Par contre, au niveau de l'intrigue, on avance plutôt bien. Enfin voilà, toujours à la recherche d'une deuxième clé pour l'intrigue principale. Mais j'ai eu des petits soucis au niveau de l'action. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'action dans ce tome 2. On n'a aucun moment où le lecteur ainsi que les personnages peuvent se poser, réfléchir à ce qu'ils vont faire. Voilà, ou qui vont se poser pour des stratégies. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'action et du coup, à un moment, même le lecteur, même quand on aime l'action, à un moment, on a envie de se poser, on a envie de se dire stop. 30 secondes, on a envie de souffler, finalement, on nous laisse pas souffler. Donc j'ai trouvé que ça faisait un peu trop d'action, mais sinon, en soi, le tome 2 est une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de In the After, donc In the End de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Donc, dans ce tome 2, voilà, on continue à suivre le personnage principal. Je me souviens même plus du nom du personnage, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai été très mitigée par rapport à ce tome 2. Le premier tome a été une bonne lecture, mais sans plus. Mais vu que c'est une duologie, j'avais envie de finir une série cet été. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, je l'avais sur ma liseuse. Du coup, je me suis laissée tenter. Et finalement, bah voilà, j'ai été très mitigée. On suit le personnage, voilà. Ah, si, c'est Daimi, je crois. Et j'ai clairement pas accroché à ce personnage. Je l'ai trouvé beaucoup trop lisse. Et on rentre pas dans la psychologie du personnage, etc. Alors que ça pourrait être très très intéressant. Et du coup, voilà, je me suis pas attachée à ce personnage. Pour ce qui est de l'intrigue, on traîne en longueur. On a cet objectif d'aller sauver la petite sœur d'Amy et finalement on n'y va pas. Voilà, on attend la fin du tome 2 pour qu'elle aille la sauver et qu'elle se fasse enfin un plan d'action, etc. Donc du coup j'ai trouvé ça dommage parce que c'est quand même quelque chose qui aurait pu être intéressant. En attendant, elle visitait, elle se faisait des potes, elle rencontrait des gens et tout, elle se faisait attaquer par les créatures, mais rien du tout pour avancer, pour aller chercher sa petite sœur. Pour ce qui est de l'écriture, on est toujours sur une écriture très addictive et très, comment dire, elle est très simple à lire, voilà, donc ça nous bloque pas dans notre lecture, mais voilà, il reste quand même des longueurs, donc voilà, dans l'ensemble, c'est une série que j'ai bien aimée, mais sans plus.
Ensuite, j'ai lu Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion de Andrea Cremer aux éditions Lumen, encore une fois. Alors dans ce tome, on va suivre Charlotte dans un monde totalement différent. On est dans une uchronie steampunk. Alors, en fait, on peut imaginer que l'Empire britannique aurait écrasé la rébellion de l'Amérique et du coup, il n'y aurait pas eu de guerre de sécession ni d'indépendance de l'Amérique. Voilà, donc ce serait encore l'Empire britannique de nos jours qui dirigerait l'Amérique. Et du coup, on va suivre voilà, Charlotte, 16 ans, qui est fille de révolutionnaire, voilà. Donc elle vit avec plusieurs jeunes de son âge et son frère dans une communauté d'enfants de révolutionnaires. Voilà, ils sont cachés et ils attendent leur majorité afin d'aider leurs parents dans cette rébellion. Et du jour au lendemain, on va dire que le petit destin tranquille de ces enfants va basculer le jour où Charlotte va ramener un jeune garçon qui a failli se faire tuer par les machines de l'Empire. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'intrigue commence. Donc pour ce tome 1, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé l'univers steampunk. Voilà, cette histoire de machines qui remplacent l'armée, ou même les machines sont très présentes dans l'univers pour se déplacer aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet univers. Pour ce qui est du steampunk, voilà, on a un bon univers. Pour ce qui est de l'Uchronie, j'ai beaucoup apprécié aussi. J'espère qu'on en apprendra beaucoup plus dans le tome 2. Sinon, j'ai eu un peu de mal avec l'intrigue et les personnages. Le personnage de Charlotte, comment dire, elle a 16 ans, mais moi, elle m'a paru pendant tout le roman 12 ans. En fait, sa personnalité, ses remarques, ses réflexions, j'avais l'impression d'avoir une enfant face à moi dans le bouquin et non pas une jeune fille de 16 ans qui devrait avoir une once de maturité. Voilà, donc j'ai un peu pas du tout accroché en fait à ce personnage. Pour ce qui est des personnages secondaires, c'est vraiment très lisse en fait, on en apprend très peu sur eux. Mais c'est un peu des personnages voilà, qui n'ont rien d'exceptionnel, ils sont limite un peu basiques finalement. Et pour ce qui est de l'intrigue, on se base plus sur une intrigue avec de la romance qu'une intrigue avec de la rébellion. Il y a de l'action, il y a du suspense, même si bon, les révélations, on s'en doute un peu de temps en temps quand même, on arrive à se dire ah mais ça va être une révélation parce que on le sent en fait. Il y a des indices qui nous sont laissés mais ils sont un peu trop simples je trouve. Voilà, l'intrigue, elle va être portée plus sur la romance de Charlotte avec un membre révolutionnaire plutôt que sur la rébellion. Et ça, j'aurais beaucoup aimé en apprendre plus sur la rébellion. Même peut-être voir les parents de Charlotte ou les parents de ses enfants qui nous expliquent leurs expériences, ce qui s'est passé, etc. Là, on a un bref aperçu de ce qu'est la révolution. Sinon, au niveau de l'écriture, on a une bonne écriture d'Andrea Cremer. C'est simple, ça se lit bien, c'est travaillé, enfin voilà. Je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, mais c'est très addictif et ça tient la route. Enfin, je vais vous parler du coup encore d'un tome 2, vu que c'était mon objectif du challenge de cet été. Et il s'agit donc de Insaisissable, le tome 2 ne m'échappe pas de Tahiri Mafi aux éditions Michel Lafon. Alors dans ce tome 2, on va suivre du coup Juliette, Kenji et Adam. Voilà, on continue à les suivre, à suivre leur aventure. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un tome 2 et je vais pas vous spoiler. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Juliette dans ce tome 2. Autant dans le tome 1, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage assez complexe, forte et fragile à la fois, qui était capable de prendre beaucoup de décisions, je trouvais. Enfin, j'avais beaucoup apprécié ce personnage. Et dans ce tome 2, elle nous montre que son côté fragile, en fait, finalement. Elle va vouloir prendre des décisions et 2 minutes plus tard, elle va être là. Non, mais je voulais être forte, mais finalement, je vais pleurer. À un moment, c'est énervant parce qu'elle fait ça pendant tout le livre sur 400 pages. À un moment, on lui dit, mais prends-toi en main et confiance en toi, t'es capable de le faire. Et non, elle va repleurer parce qu'il y a son copain, etc. Enfin, voilà quoi. Vous avez compris. Sinon, au niveau des autres personnages, on a le personnage de Warner qui apparaît. Donc, il y a un personnage très intéressant à suivre. Alors, je ne suis pas tombée amoureuse comme beaucoup de filles de mon âge, mais par contre, c'est un personnage qui est psychologiquement parlant très très intéressant. C'est un personnage qui est assez tiraillé entre deux personnalités et j'ai hâte d'en découvrir plus sur lui.
Pour ce qui est le personnage d'Adam, il est très effacé dans ce tome 2. On apprend très peu sur lui. Enfin voilà, j'ai pas rien d'exceptionnel sur ce personnage. Par contre, mon personnage préféré, je pense que ça le restera aussi dans le tome 3, c'est Kenji. Oh là là, mais Kenji, il est tellement bien, ça pourrait être mon meilleur ami ainsi que mon petit copain en fait, tout simplement. Euh, il est drôle, il a de l'humour, il est très arrogant, mais c'est ce qui fait sa personnalité. Mais d'un autre côté, il est fort, il est très intelligent et il aide beaucoup en fait. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié, un personnage complet, qu'on adore et qu'on adore suivre, qu'on s'y attache beaucoup. Donc voilà, pour mon personnage préféré, ça sera Kenji. Pour ce qui est de l'intrigue, on avance plutôt bien. La dystopie ainsi qu'un côté fantastique sont plus mis en avant que dans le tome 1. La romance est toujours aussi présente, mais du coup, l'auteur, j'ai trouvé qu'elle avait réussi à trouver un certain équilibre dans ce tome 2 entre ces deux aspects romanesques, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié l'intrigue. L'univers bon, est toujours aussi bon, hein, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais bon, on n'en apprend pas beaucoup sur l'univers, mais on sait déjà la base en fait, on sait ce qu'il faut savoir. Pour ce qui est de l'écriture, j'adore l'écriture de Taïre Mafi, qui est simple, poétique, travaillée et à la fois très addictive. Enfin, j'ai beaucoup apprécié son écriture. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 3 pour retrouver Kenji, Juliette, Adam et Warner, voilà. Et je pense que le tome 3 va vraiment être top. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu, que mes avis ont été assez clairs. Je vous laisse en barre d'infos mes chroniques vers ces romans si vous voulez quelque chose de plus structuré, parce que du coup là c'est plus à l'oral, en fonction de mes souvenirs. Et du coup, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!